C'était vendredi dernier, à Alger. Ces 4 soldats n'ont pas été tués par des Marocains, mais par leurs frères de Kabylie. Des Djounoud ont été tués par des Djounoud, par ceux qui, un an seulement après la Révolution, accusent Ben Bella de n'avoir fait cette révolution qu'à moitié, et qui répètent la sentence célèbre « Ceux qui font les révolutions à moitié ne font que creuser leur propre tombeau ». À l'heure où l'Algérie entière est mobilisée contre l'ennemi marocain, ces 4 morts sont, comme le dit l'inscription figurant sur la couronne déposée par Ben Bella, ils sont les martyrs de l'unité. Et ces 4 tombes s'ajoutent aux milliers de tombes d'Algérie, ces tombes qui, en Kabylie, couvrent entièrement certains coteaux. Plus qu'aucune autre région d'Algérie, la Kabylie a conservé les traces de cette année de combats acharnés. Et c'est dans ce bastion imprenable, dont les 200 000 hommes du général Chal n'ont pu venir à bout, que les hommes de l'ex-Wilaya 3 ont repris le maquis. Ils ont retrouvé sans difficulté les habitudes d'il y a quelques mois. Ce sont en majorité des anciens, durs au combat, bien entraînés. Souvent, leur seul métier est d'être rebelles. Ils occupent les crêtes, les pitons, les défilés, les endroits où il n'est pas question d'aller les chercher avec des chars ou des armes lourdes. Leur chef, l'un des plus glorieux soldats de la guerre d'Algérie, le colonel Mohamed Ouelach, appelé familièrement le Vieux par la population, dont il possède l'affection. Si Mohamed Ouelach est le stratège de la guérilla, le théoricien de la rébellion du Front des forces socialistes, c'est Hossein Aït Ahmed, un des chefs historiques de la révolution algérienne, compagnon de captivité de Ben Bella, Aït Ahmed qui annonça il y a moins de 2 semaines la guerre totale. La résistance a commencé. C'est la résistance populaire et c'est la résistance individuelle. Nous avons dit qu'il n'est pas question pour nous, qu'il n'a jamais été question pour nous de faire sécession territoriale. Ce qui nous importe, ce n'est pas de défendre des bâtiments, mais de faire en sorte que les troupes de Boumediene, qui se comportent en troupes d'occupation, n'aient aucun répit. La stratégie militaire que nous avons arrêtée, il n'est pas question de la dévoiler, mais elle est fondée sur la défense en profondeur. Elle est fondée sur la guérilla. Les troupes de Boumediene ont été harcelées sans répit par les nôtres. Maintenant, il vous appartient à vous, à nous tous, de continuer la résistance. Il leur est impossible de tenir plus d'1 mois parce qu'ils n'ont pas de finances, parce qu'ils n'ont pas de puissance, parce que hier, dans la nuit, ils ont été attaqués par nos troupes à Médéa et vous avez dû l'apprendre par la radio. Les rebelles sont bien armés. Depuis 1 mois, les embuscades, coups de main, accrochages et enlèvements se succèdent. Jusqu'ici, à peu près impunément. Et le colonel Sissadok, une figure légendaire, le plus ancien des officiers de l'armée de libération nationale, ne craint pas de parler très haut, malgré la clandestinité. Nous nous sommes opposés à M. Ahmed Ben Bella. Ce monsieur ne pense qu'à sa personne. Il prétend faire du socialisme, mais il s'est basé sur le socialisme de Gamal Abdel Nasser. Il crée une classe pour brimer le reste du peuple. Il prétend faire du socialisme avec les comités de digestion. Il prétend faire du socialisme avec l'opération Sireur, avec l'opération Reboisement, avec l'opération Labour. Regardez ces montagnes qui sont devant vous.
les témoins les plus occasionels. Regardez s'ils sont labourés. Où il est l'opération labour? Où il est l'opération serreur? Ces enfants que vous voyez devant vous ne vont pas à l'école. L'école, la plupart des écoles est démolie. La plupart des maisons sont démolies. Le gouvernement n'a pas pu faire face à ses responsabilités et à ses obligations. Il ne se réfugie que dans la stratosphère de la haute politique. Ils veulent libérer la Palestine arabe. Ils veulent envoyer des troupes en Angola. Ils veulent envoyer des troupes en Mozambique. Et l'Algérie, elle ne fait que 12 millions d'habitants. Et à ce moment-là, il y a 12 millions de gendarmes qui entendent des voix. Et l'armée du colonel Boumedienne? Et l'armée du colonel Boumedienne? Le colonel Boumedienne, ce que je peux dire de lui, c'est un petit intellectuel venant de la mosquée du Caire. Il a fait sa révolution au Maroc et à Tunis. Il rentre avec le canon, les canons, les divisions que le peuple qui a lutté ici a gagné pour casser avec les mêmes canons le reste de la population qui a libéré le pays. Je le jure devant Dieu et ses hommes que nous déposerons ces armes et cette tenue de combat que par l'installation des principes démocratiques et justes. Au cas. Vous êtes soutenu par la population? La population est derrière la démocratie. Ils aspirent à la liberté et à la démocratie. Et le pharaonisme ici. Il n'y a pas de pharaon chez nous, il n'y a pas de Ramsès II, il n'y a pas de Gamal Abdel Nasser chez nous. Ici, il y a le peuple. Est-ce que vous croyez que vous pourrez tenir militairement? Si l'opération Châle et l'opération Jumelle ont échoué en Algérie, si l'armée française, dans son ensemble, la 4e puissance mondiale, a fini par rebrousser le chemin, ce n'est pas les 4 morpions de Ben Bella qui vont tenir ces montagnes. Ils ont été plus de 4 cependant à entreprendre la reconquête de la Kabylie, ou plus exactement le contrôle de ses grands axes routiers. La fermeture de l'unique porte de la localité de Fort-National, entièrement ceinturée de murailles, suffit à peine à ralentir la progression des forces gouvernementales. Quelques kilomètres avant la ville, un accrochage devait faire 2 morts, au moins. Mais les portes furent ouvertes sans combat devant une population silencieuse. Ce fut une drôle de guerre, où certaines scènes rappelaient invinciblement la guerre d'Espagne. Depuis Fort-National, la progression devait se poursuivre sur la route principale qui traverse la Kabylie, de part en part, sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Les rebelles attendaient leur heure. Une atmosphère de tension et de malaise profond accompagnait ces opérations militaires. Ce n'est pas sans problème de conscience qu'une armée, aussi profondément politisée par 7 années de guerre, entreprend la conquête de son propre territoire. Capitale des rebelles. À Aïn el-Hamam, autrefois Michelet, les troupes furent accueillies, selon les termes du communiqué gouvernemental, par l'enthousiasme de la population. Était-ce la fin pour le commandant Seliki Tayeb, député à l'Assemblée nationale, adjoint au colonel Mohamed Ouelach? C'est le commencement. Vous êtes là pour constater vous-même sur le terrain ce qu'il en était, parce que pour nous, exactement, ce n'est pas la reprise de Aïn el-Hamam, ni de Fort-National, ni d'Azazga. La lutte pour nous, nous savions très bien, et tous les hommes de bonne foi savent aussi, que la lutte
il n'est même pas commencé. Commencé politiquement, mais militairement, il n'est pas commencé. Or, si on entend la radio, la propagande et des discours, il n'y aurait même pas de ce mouvement, de ce soulèvement, il n'y aurait même pas de mécontentement parce que tout va bien depuis toujours. C'est le paradis, c'est le miracle, et alors il n'y aura pas de mécontentement, rien du tout. Donc militairement, la perte des grands axes de communication... moi je vous dirais en toute franchise, militairement nous ne vont pas encore commencer. Et nous espérons quand même commencer très bientôt. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de frères qui ont déserté. J'ai été même en opération 2 fois à Jbel-el-Louh, où il y avait 2 Jounoud des forces pharaons socialistes. Ils ont pu kidnapper un camion de semoule pour le partager au peuple qui crève de faim actuellement. Ce déserteur s'est réfugié dans la montagne, où les rebelles du front des forces socialistes tiennent toujours le maquis. Ces images tournées dans la clandestinité il y a quelques jours seulement, après la chute de Michelet, ne permettent pas de croire à une issue rapide du conflit. Dans son PC clandestin, une ferme située quelque part en Kabylie, le porte-parole des rebelles, Mourad Oussedik, l'ex-avocat du FLN au barreau de Paris, nous dit comment cela a commencé. Nous en sommes arrivés là parce que le dialogue était devenu impossible. C'est un député qui vous parle. J'ai été député et j'ai été honnête. Je pensais que la crise de Tlemcen de juillet dernier pouvait être surmontée. Je pensais que le clan, la notion de clan pouvait être brisée. Et j'ai pendant de longs mois, avec mes collègues qui sont ici même, essayé de surmonter cela et essayé de créer un parti qui réponde aux véritables aspirations populaires. Or, nous avons assisté à une montée vers le pouvoir d'un homme, entouré d'une caméria telle que, comprenant des hommes tels que Boundine et tels que l'intelligentsia de l'ANP. Que s'est-il passé? On a mis, pour sauvegarder les intérêts de ce clan, un parti à l'envers. Je m'en explique, c'est-à-dire qu'une infrastructure de ce parti s'est dégagée, et au lieu d'avoir une assise populaire, ce parti est parti, telle une pyramide, il a été construit du sommet. Il n'est plus devenu un parti au service du peuple, mais il est devenu un parti au service d'un homme. Et le processus des élections, nous avons vu la consécration progressive du pouvoir personnel, et à ce moment-là, nous avons jugé. Nous qui n'avions plus notre place, nous qui n'avions pu entamer le dialogue, et cela pendant de longs mois d'efforts, qu'il était impossible d'agir autrement, tel que nous le faisons, et nous avons jugé cette action nécessaire après une longue consultation avec le peuple algérien. On parle de fait kabyle, de problème kabyle. Je n'ai pas à répondre à un argument qui me paraît une exploitation misérable en matière politique. Il suffit de savoir que l'Algérois s'est mis en mouvement 1 mois et demi avant la Kabylie. Est-ce que l'on peut parler de fête kabyle? Il suffit de savoir que des dizaines et des dizaines, et même maintenant des centaines d'arrestations ont été opérées sur tout le territoire national pour savoir qu'il ne s'agit pas d'un mouvement en Kabylie. Ces combats à la frontière marocaine, vous avez une position là-dessus? Nous avons une position qui ne peut pas prêter à équivoque. Quand on analyse l'affaire marocaine, on s'aperçoit que c'est une affaire de famille qui regarde le pouvoir actuel en Algérie et Hassan II. Peut-être que Ben Bella a fait un accord secret avec M. Hassan II pour lui faciliter l'accession au pouvoir au moment de la crise de Tlemcen, mais cela nous importe peu. D'ores et déjà, nous prenons acte de ce que Ben Bella se voit acculé et qu'il risque de faire des concessions. Nous tenons pour nulles et non avenues ces concessions consenties par un gouvernement que nous ne reconnaissons pas, et nous défendrons par tous les moyens, ultérieurement, l'intégrité de notre territoire. Cet endroit, les Algériens l'appellent la forêt sacrée. C'est ici, dans la forêt de chênes-lièges, que domine Assasga,
que fut tiré il y a bientôt 10 ans le premier coup de feu de la guerre d'Algérie. Et c'est ici encore que sont tombées les premières victimes des combats entre gouvernementaux et rebelles. Il y avait cependant beaucoup de raisons pour que l'on ne reprenne pas les armes. Alors c'est la tombe de votre fils ici? Oui, c'est la tombe de mon fils, oui, mon fils. Il est mort quand et comment? Il est mort dans un buscade. Vous ne voulez plus qu'il y ait encore du sang? Oh, il y en a marre, 7 ans. 7 ans. Vous voyez pas? À l'âge de 20 ans. C'est le seul que j'ai. Alors plus de guerre? On ne voulait pas de guerre maintenant. Et si les troupes du colonel Boumedienne vous attaquent? Eh bien, on attaquerait en même temps. Alors ce sera la guerre? Ah oui, ce sera la guerre. Moi, je suis le premier à le prendre. À Alger aussi on s'engage. Des milliers de jeunes gens ont endossé en hâte la tenue léopard pour combattre, en principe, à la frontière marocaine. L'affaire marocaine a créé une diversion miraculeuse, unissant la population dans la même haine contre l'ennemi et faisant passer à l'arrière-plan les dissensions internes qui demeurent peut-être le vrai problème. Quand la patrie est en danger, l'appel à l'unité est une vieille formule toujours efficace, et on part au front avec le sourire et la fleur au fusil.